pour défendre, par exemple, la dignité de cette femme qui a été prise en photo et qui a un handicap, qui est sur une fauteuil roulant. Vous voyez, elle est menottée, elle a les fesses à l'air, elle est publiée sur WhatsApp. Donc, quand monsieur en face remet en cause l'intérêt de la déontologie, moi je m'interroge. Et je m'interroge, finalement, ça intéresse qui de traiter ce genre de sujet? Pendant plus de 30 ans, j'ai servi la police nationale. J'ai cru à la loi et à la protection des citoyens. Mais le jour où j'ai dénoncé des violences illégitimes, ma carrière s'est arrêtée. Ce que je raconte ici n'est pas une dérive isolée. C'est un système. Quand un système empêche de protéger les citoyens et ceux qui parlent, alors la République est en danger. Je suis fonctionnaire de police, j'ai exercé plus de 20 ans au sein des compagnies républicaines de sécurité, puis plus de 10 ans en commissariat. Ce que je vais exposer n'est ni une prise de position politique, ni un témoignage militant. Il s'agit d'un retour d'expérience professionnelle fondé sur des faits précis concernant la manière dont l'institution traite les signalements de manquements graves à la déontologie. En 2013, peu après mon affectation au commissariat de Pau, j'ai été témoin de violences illégitimes commises sur une personne interpellée. Elle était menottée et assise dans un véhicule de service. Au fil du temps, j'ai pu être confronté à d'autres comportements non professionnels. J'ai rendu compte à ma hiérarchie, mais cela n'a fait qu'accentuer ma mise à l'écart du groupe. Alors, chef de brigade est en désaccord avec ces comportements observés et sans le soutien de ma hiérarchie que j'ai informé à plusieurs reprises, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. J'ai demandé à quitter la brigade dont j'avais le commandement, ce qui n'a pas été chose facile. En 2017, alors que j'étais affecté à des tâches administratives sans poste de travail, je me suis consacré à la préparation du concours interne d'officier de police. À cette même période, j'ai été convoqué par un commissaire qui s'interrogeait sur la possibilité d'employer davantage mes capacités opérationnelles et m'a proposé d'intégrer un service d'intervention. J'y ai de nouveau constaté des pratiques non déontologiques et j'ai été témoin de violences illégitimes. Je me souviens de cet homme en situation de vulnérabilité et alcoolisé, menotté, qui a été frappé dans le véhicule de service pendant son transport à l'hôpital car il postillonnait. Ou encore de cet adolescent, suspecté et recherché pour un vol par effraction, caché dans un buisson, qui après avoir été menotté, s'est vu asséner des coups au visage et des coups de pied dans le bassin. L'auteur des coups au visage étant mon supérieur hiérarchique, je lui ai demandé d'assumer son comportement et d'en informer la hiérarchie, ce qu'il n'a pas fait. Alors j'ai décidé d'informer et d'alerter l'officier sur les violences illégitimes de ses comportements non déontologiques. Il m'a répondu d'arrêter de faire des vagues et de rester à ma place. Une dizaine de jours se sont écoulés avant que je sois à nouveau témoin de violence. Je ne serai pas épargné par celle-ci car j'ai personnellement été victime d'une agression physique sur la voie publique de la part d'un fonctionnaire de police. J'ai reçu l'ordre de ne pas mentionner l'ensemble de ces violences dans la procédure d'interpellation. Lorsque j'ai signalé les faits à ma hiérarchie, les conséquences ont été immédiates. Refus d'examen médico-judiciaire malgré mes blessures, retrait de la voie publique, isolement professionnel. J'ai été le seul relevé de mes fonctions. Une première enquête administrative effectuée par le commandant de la Sûreté départementale a pourtant conclu à l'existence de violences illégitimes commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, notamment en s'appuyant sur les déclarations de l'interpellé qui corroboraient mes dénonciations. Malgré cela, l'inspection générale de la police a engagé une enquête qui m'a semblé à charge contre moi, par exemple, de la non-prise en compte des caméras de vidéosurveillance et de témoignages de certains de mes collègues soucieux de faire respecter le code de déontologie des fonctionnaires de police. L'IGPN qualifiera mes déclarations comme étant fantaisistes, face à un groupe de fonctionnaires fédérant autour d'une même version. Sur cette base, le parquet a requalifié les faits dénoncés en dénonciation calomnieuse, dénonciation de délits imaginaires et violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Le fonctionnaire initialement mis en cause a ainsi bénéficié, pour la 3e fois consécutive, d'une requalification des faits initiaux alors qu'il était accusé de violences illégitimes. J'ai été relaxé en première instance, puis définitivement par la Cour d'appel de Pau en décembre 2020. La Cour a confirmé le jugement et écarté les réquisitions du parquet qui demandait de la prison et une interdiction d'exercer la profession de policier. Malgré ces décisions judiciaires, la protection fonctionnelle m'a été refusée à plusieurs reprises. J'ai déposé plainte pour les violences subies et pour harcèlement. Cette plainte est en errance depuis juillet 2022, perdue à 2 reprises entre juridictions. Par la suite, muté contre ma volonté au commissariat de Lourdes et désarmé, j'ai été affecté à des missions d'accueil au sein d'une brigade. À sa tête, un fonctionnaire de police respecté, entre autres pour son professionnalisme. J'ai pu constater que le travail était exécuté dans le respect de la loi et de la déontologie, comme quoi tout est possible. Malheureusement, j'ai été changé de brigade. Et là, j'ai de nouveau été témoin de comportements gravement non déontologiques, falsification de services, faux en écriture, atteinte à la dignité de femmes dont l'une d'elles était menottée et transportée dans le véhicule de service.
Ces femmes ont été photographiées à leur insu, y compris dans des situations de vulnérabilité manifeste. Ces photos ont été publiées sur WhatsApp. J'ai adressé à la Direction générale de la police nationale un rapport dans lequel je demandais l'ouverture d'une enquête, mais en vain. Cela m'a valu de me retrouver une nouvelle fois dans un contexte professionnel de rejet. J'ai été alors affecté à la prise de plainte, seul dans un bureau, jusqu'au moment où un fonctionnaire de police est venu s'en prendre à moi, sans en comprendre la raison, saisissant son arme et laissant présumer de son usage à mon encontre, ceci devant un plaignant. Pour une raison qui m'est étrangère, j'ai constaté que la hiérarchie adoptait une stratégie de dévalorisation d'un fonctionnaire qui dénonce, protège, valorise ceux qui se taisent ou font taire. En juin 2022, ma hiérarchie est informée de la note de soutien qui m'a été remise par la Maison des lanceurs d'alerte. Elle conclut que je remplissais l'ensemble des conditions pour que me soit reconnue la qualité de lanceur d'alerte au titre de la loi Sapin 2. Janvier 2023, j'ai déposé une réclamation auprès de la Défenseure des droits. Un an s'est écoulé avant de prendre connaissance des conclusions de cette entité indépendante qui a estimé que je faisais l'objet de mesures de représailles après avoir signalé des alertes dans les conditions prévues par la loi. Malgré de nombreux certificats médicaux apportés et la position de la médecine de prévention qui reconnaissait le lien de causalité entre ce que je vivais au sein de mon milieu professionnel et les répercussions sur ma santé, la médecine statutaire a toujours refusé de le reconnaître. Cela m'a même valu d'être placé en disponibilité d'office pour raison de santé par cette dernière, encore une mesure coercitive qui a eu pour conséquence de me priver de tous mes droits sociaux. Alors que cette décision de l'administration me plaçait dans une situation de précarité, avec un salaire autour des 900 €, le SGAMI ordonnait des recouvrements en sollicitant les services du Trésor. J'ai déposé une requête auprès du tribunal administratif afin de contester les titres de perception, mais l'administration des finances publiques procède actuellement à une saisie sur salaire sans attendre les jugements. Décembre 2024, le juge du tribunal administratif de Pau a reconnu des conditions de travail anormales et il a enjoint le préfet de la zone de défense et de sécurité d'annuler sa décision de m'avoir placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Après plus d'un an, alors qu'un délai de 3 mois lui était donné, ce dernier n'a toujours pas exécuté le jugement. Nul besoin de vous préciser que ma carrière professionnelle s'est arrêtée dès lors que j'ai dénoncé par écrit les situations portant atteinte à nos concitoyens. Aujourd'hui encore, ma hiérarchie fait le nécessaire pour bloquer mon avancement. Ce que je décris ici n'est ni une affaire individuelle, ni une dérive isolée. C'est un mécanisme systémique. Plusieurs de mes collègues subissent ce système qui prospère en autarcie. Et lorsqu'un mécanisme empêche à la fois des citoyens d'être protégés et les policiers de signaler des abus, alors la question posée aujourd'hui est non seulement morale, mais également structurelle. Je vous remercie. Je veux particulièrement, si vous m'y autorisez, souligner l'intervention de Monsieur Cantet qui nous permet de nous éclairer sur une réalité qui est sans doute moins connue, moins mise en avant, qui correspond à l'omerta. C'est d'ailleurs le titre du livre auquel vous avez participé, l'omerta qui règne dans la police sur ce qui peut s'y passer. À la fois sur le comportement d'un certain nombre de policiers en interne, mais aussi la difficulté majeure, l'empêchement, voire le harcèlement dont sont victimes les policiers qui dénoncent ce qui peut effectivement se passer. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous définissez à très juste titre comme lanceur d'alerte. Pour vous, au travers de l'expérience que vous avez vécue, mais aussi l'expérience des autres policiers qui ont participé à cet ouvrage, l'omerta dans la police, qu'est-ce qui a manqué structurellement pour que, en particulier, vos témoignages puissent être pris en compte à la fois à l'égard des usagers de ce grand service public qu'est la police, mais aussi bien évidemment à l'égard des agents de la police en tant que tels qui dénoncent un certain nombre de faits. Donc qu'est-ce qui a manqué pour que ça puisse avoir l'impact que bien sûr vous cherchiez à avoir? Ce qu'il a manqué, c'est tout simplement justement des gens qui portent justement un intérêt à cette déontologie et qui veulent la faire respecter. Aujourd'hui, je vais pas revenir sur les propos des personnes qui sont à côté de moi, mais je pense que les choses ont bien été dites. Il y a un problème structurel d'indépendance. L'IGPN est, nommé par le ministre de l'Intérieur. Ce sont que des gens de la hiérarchie, des officiers, des commissaires, etc., qui chapeautent toutes ces enquêtes. Il n'y a aucune indépendance. Donc, ce qui fait qu'en réalité, vous êtes ces paroles contre paroles. Donc, lorsque moi, par exemple, le commandant de l'IGPN a dit que je tenais des propos fantaisistes,
Vous voulez que j'aille voir qui pour contester ces propos? Et puis après, je pense que publiquement, les gens ne s'intéressent pas forcément au sujet. Je pense que ce qu'il faut, c'est faire le buzz. Et donc, effectivement, quand il y a un mort, quand il y a quelque chose de grave, etc., mais vraiment très grave, là, ça va intéresser, ça va faire de l'audimat. Mais un policier comme moi qui se bat en interne pour défendre, par exemple, la dignité de cette femme qui a été prise en photo et qui a un handicap, qui est sur une fauteuil roulant. Vous voyez, elle est menottée, elle a les fesses à l'air, elle est publiée sur WhatsApp. Donc, quand monsieur en face remet en cause l'intérêt de la déontologie, moi je m'interroge. Et je m'interroge, finalement, ça intéresse qui de traiter ce genre de sujet? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, vous êtes la force de cette chaîne. Si vous voulez qu'on continue à pousser du contenu puissant comme celui-ci, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Ça booste l'algorithme de fou et ça permet à la chaîne de grandir chaque jour. Merci infiniment pour votre soutien, vous êtes incroyables. À très vite.